Bonjour, bienvenue à tous à cette session qui est un débat autour des sujets d'actualité, aujourd'hui en onco-gynéco. Et je suis là avec professeur Jérôme Alexandre et on a choisi pour vous aujourd'hui de discuter de l'immunothérapie dans les cancers de l'endomètre. Parce qu'on a beaucoup de questions sur comment les utiliser, chez qui. Et donc c'est de ça dont on souhaitait vous parler aujourd'hui. On va s'organiser surtout sur deux questions qu'on trouve assez brûlantes concernant l'immunothérapie dans les cancers de l'endomètre. La première, c'est en rechute post-platine, ça fait un petit moment maintenant qu'on a accès à l'association lenvatinib et pembrolizumab. On sait qu'il y a un bénéfice en survie globale, mais ce n'est pas sans toxicité. Et donc vraiment là, je vais surtout demander à mon collègue comment sélectionner les patients. Est-ce qu'on peut se permettre de le donner à tout le monde ? Est-ce qu'il faut ajuster la dose? Quelle dose commencer? Et puis, on a lenva-pembro pour tout le monde, dont les MSI. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin du lenvatinib chez les tumeurs, les patientes avec un cancer MSI? Ensuite, dans la deuxième partie de ce débat, on va parler des immunothérapies en première ligne. Ça y est, elles arrivent en première ligne. À qui est-ce qu'on doit les proposer? Seulement aux patientes avec un cancer de l'endomètre MSI. Mais chez les MSI, à nouveau, est-ce qu'on a besoin de la chimio? Et parmi les MSS, comment décider? Chez toutes, chez certaines, est-ce qu'on a un bon biomarqueur? Donc voilà certaines des questions qu'on va débattre aujourd'hui. Et là, je vais passer la main surtout à professeur Alexandre qui va parler de l'immunothérapie post-platine. Il va vous rappeler un petit peu tout d'abord les données. Merci Alexandra. Donc effectivement, on a un essai de phase 3 qui a comparé l'envatinib, la combinaison lenvatinib-pembrolizumab à une monochimiothérapie par Taxol hebdomadaire ou doxorubicine pour les patientes avec un cancer de l'endomètre en échec d'une première chimiothérapie par sel de platine. Cet essai était ouvert pour, ouvert pour toutes les patientes, qu'elles soient MSI ou MSS. C'était un critère bien sûr de stratification. Et les résultats, ils sont présentés dans les courbes sur cette diapo. On voit en particulier qu'il y a un bénéfice significatif sur l'espérance de vie des patientes, sur la survie globale. Et c'est ça la donnée la plus importante. Il est visible ce bénéfice dans la population PMMR, MSS, donc celle chez qui on sait que l'immunothérapie seule est assez peu efficace. Et on voit que ça prolonge la médiane de survie de 6 mois, donc ce qui est quand même cliniquement significatif. Alors ceci dit, ça se fait au prix d'une toxicité qui n'est pas négligeable, qu'il faut prendre en compte. Il y a de l'hypertension artérielle, il y a des toxicités digestives, des diarrhées, des nausées, des vomissements, des pertes de poids. Il y a eu des décès toxiques dans cette étude et donc ça nécessite quand même de respecter un certain nombre de contre-indications et puis de surveiller ces patients de façon rapprochée. Oui, absolument. Donc, surtout pour les gens qui n'ont pas participé à l'essai, à qui tu proposes lenva-pembro? Est-ce qu'il y a des patientes chez qui tu aurais un peu peur de le proposer ou tu le proposes chez tout le monde? Simplement, tu vas peut-être ajuster la dose? Alors, concernant la sélection des patientes, je pense qu'il faut revenir aux critères de sélection de l'étude et puis aux contre-indications des médicaments. Les principales patientes à risque, c'est les patientes avec des antécédents cardiovasculaires, y compris une hypertension artérielle non contrôlée, une patiente coronarienne, une patiente avec des antécédents d'AVC. Donc là, ça peut être une contre-indication. Et en tout cas, il faut prendre le temps d'une évaluation cardiologique. Les patientes, bien sûr, qui auraient des antécédents de pathologie auto-immune. Les patientes avec un envahissement digestif ou pelvien important. L'envatinib est un anti-angiogénique qui peut être responsable de fistules. Et après, c'est le problème des patientes avec un état général dégradé ou dénutri, où on sait aussi que ce traitement sera certainement plus toxique. Et donc, est-ce que tu commences à la dose pleine de 20? Alors, moi, ce que je préconiserais, effectivement, c'est plutôt de commencer à 20 mg, mais de surveiller ces patients très étroitement. Et l'idéal, en fait, c'est d'avoir au moins un appel infirmier hebdomadaire, de façon à pouvoir diminuer la posologie très vite s'il y a une toxicité, je dirais, dès un grade 2, vous avez une diarrhée de grade 2, il faut déjà penser à diminuer sans attendre que la toxicité devienne insurmontable pour la patiente. Donc ça, c'est vraiment
l'élément, je pense, le plus important. On peut commencer à 14 mg, ça peut être une alternative si on a une inquiétude, mais de toute façon, il peut y avoir des toxicités sévères aussi à cette posologie-là, et donc ça ne dispense pas d'une surveillance très étroite. D'accord. Donc, merci. Maintenant, au vu de ces toxicités et au vu du fait que le cancer d'endomètre MSI, on a l'impression vraiment que l'immunothérapie marche bien, est-ce qu'on sait que l'association Lenva-Pembro fait mieux qu'une immunothérapie seule pour nos patientes avec un cancer de l'endomètre MSI, évidemment, et peut-être qu'on ne le sait pas, mais c'est là toute la question. Non, il n'y a pas effectivement de données comparatives, hein. Donc on n'a pas de réponse claire à cette question. Ce qu'on peut dire, c'est que le pembrolizumab en monothérapie dans cette phase 2, c'était des taux de réponse de près de 50% et des rémissions très prolongées, et que dans la population DMMR, dans l'étude de lenvatinib pembrolizumab, les données sont identiques, sont du même niveau. Donc on n'a pas de démonstration vraiment que le lenvatinib apporte quelque chose. Ceci dit, si actuellement on veut être dans le respect strict des AMM, qu'on veut prescrire une immunothérapie en deuxième ligne, ça se fait dans le cadre de la combinaison lenvatinib-pembro. C'est clair que si la tolérance du lenvatinib n'est pas très bonne, on arrêtera assez facilement le lenvatinib dans cette situation. Donc je tiens absolument à rappeler à tous les gens qui regardent qu'on a des données de phase 2 pour une immunothérapie seule, mais qu'on n'a pas d'AMM en France, hein. On n'a pas de remboursement ni pour le pembrolizumab ni pour le dostarlimab. Mais peut-être que ça peut jouer sur les décisions de baisser ou d'arrêter le lenvatinib quand elles sont MSI. On peut peut-être être un peu plus rassurés. Bon, merci beaucoup, Jérôme. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie, les immunothérapies en première ligne. Donc, tout ça, c'est bien, mais aujourd'hui, les immunothérapies viennent déjà en première ligne. Je ne vais pas vous donner toutes les données et les résultats des essais cliniques. Je vais résumer vraiment le message sur les immunothérapies en première ligne. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a au moins 4 phases 3 randomisées qui ont recruté des patientes avec une maladie métastatique en première ligne et qui les ont randomisées à une chimiothérapie de première ligne, c'est-à-dire le carbotaxol associé à un placebo ou carbotaxol associé à une immunothérapie pendant la chimiothérapie puis en entretien. Ces 4 études sont Ruby avec le dostarlimab, la Keynote 18 avec le pembrolizumab, Athènes et Duo qui eux ont continué, Atezo, Durva, pas pendant une durée limitée, mais même jusqu'à progression ou intolérance. Donc ça, c'est des études de phase 3 que je vais vous présenter, mais je rappelle à nouveau que dans le cadre des AMM, aujourd'hui, le seul qui est disponible actuellement en France, c'est le dostarlimab, et ça, c'est dans le cadre d'un accès précoce, peu importe le statut MMR. Donc, qu'est-ce que ces études nous ont montré? Alors, sans aucun doute, chez les patientes avec un cancer de l'endomètre MSI, de rajouter une immunothérapie à la chimio fait beaucoup mieux que la chimio seule. Je pense qu'on n'a pas besoin de pouvoir même lire vraiment le hazard ratio sur cette diapositive. On voit bien que ces deux courbes se séparent franchement. Donc, bénéfice indéniable de l'immunothérapie en première ligne, ajoutée au carbotaxol pour les cancers d'endomètre MSI. Mais ma question, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de la chimio? Qu'est-ce que tu penses, Jérôme? Parce que moi, je regarde ces courbes et pendant les 4 premiers mois du traitement, on a la chimio, je ne vois aucune différence entre ces courbes. La question a mérite d'être posée. Exactement. Donc, je pense que ce serait vraiment utile d'avoir évidemment la réponse à ces questions. Et tu veux peut-être introduire Domenica, parce que tu es très impliquée dans cette étude, qui est une étude française qui, j'espère, va répondre à la question. Voilà, comme tu l'as dit, c'est effectivement la question importante. Est-ce qu'on a besoin de faire de la chimiothérapie, avec toutes les toxicités que ça comporte? On sait que dans le cancer du côlon DMMR, l'immunothérapie seule est supérieure à la chimiothérapie. C'est devenu maintenant un standard de soins. Donc c'était tout à fait logique de se poser cette question. C'est ce que fait l'étude Domenica et c'est randomisé, ouverte dans un grand nombre de centres français depuis maintenant plus d'1 an. Et qui est une étude internationale. C'est, je pense, vraiment la seule occasion de pouvoir répondre à cette question importante. Et donc, voilà, on peut qu'encourager effectivement à participer à cette étude. Ouais, non, et c'est important, et je vous rappelle que même si aujourd'hui on a accès au dostarlimab en accès précoce, l'accès précoce est réservé aux patientes qui n'ont pas la possibilité de participer à un essai thérapeutique. Donc vos cancers MSI, normalement,
ont tous la possibilité de participer à Dominica. Donc, pensez-y, s'il vous plaît. Ça peut vraiment aider nos patientes si on peut se débarrasser de la chimio en première ligne. Donc ça, c'est pour les MSI. Mettez-les dans Dominica, à la limite, ça, c'est facile. Mais qu'est-ce qu'on fait avec nos MSS ou nos PMMR? On a un accès précoce sur la base de l'essai Ruby qui nous permet de le prescrire chez nos patientes qui sont en première rechute, chez qui vous considérez le carbotaxol. Vous avez l'option d'avoir un accès précoce au dostarlimab. Je rappelle que c'est le seul auquel on a un accès précoce. Donc, que nous disent les données? Toi, qu'est-ce que tu en penses quand tu vois ça? C'est les résultats des 3 études randomisées avec différentes immunothérapies, je le concède. Mais chez les MSS, la différence est quand même moins impressionnante. Oui, oui, clairement. Alors, il semble, si on compare les différents essais, il y a peut-être une différence entre les anti-PD1, comme le dostarlimab ou le pembrolizumab, et les anti-PDL1 qui semblent clairement moins efficaces dans cette population. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas de démonstration d'un bénéfice en survie globale. Et donc, l'intérêt de mettre de l'immunothérapie en première ligne versus ne l'introduire qu'en deuxième ligne, eh bien, ça reste une alternative. On ne sait pas laquelle. Il n'est pas certain que faire de l'immunothérapie en première ligne améliore la survie globale des patients par rapport à l'utiliser uniquement en deuxième ligne. Exactement, avec une séquence plutôt que de tout utiliser en première ligne. Absolument. Donc, vraiment, et je ne suis pas sûre qu'on aura la réponse à ces questions. Donc, est-ce qu'on a des critères pour moléculaires ou sur la base des patients pour sélectionner si on va utiliser une immunothérapie chez une patiente avec un cancer de l'endomètre MSS, qui a les meilleures chances d'en bénéficier? Est-ce que tu crois qu'il y a des bonnes données? Je vais te demander ton avis sur des données qui ont été présentées à ce jour. Alors, pour l'instant, c'est vraiment des choses assez préliminaires. On a des données sur l'expression de PDL1, en particulier avec le durvalumab, où il est possible que dans les populations PMMR, il y ait un bénéfice plus important de l'immunothérapie lorsqu'il y a une forte expression de PDL1 par la tumeur, mais ça mériterait quand même d'être confirmé. Il y a aussi la question de la classification moléculaire, puisque une analyse post-hoc de l'étude de Ruby suggérait que le bénéfice pouvait être plus important dans la population avec tumeur mutée P53 versus les tumeurs qu'on dit NSMP, c'est-à-dire sans caractéristiques moléculaires spécifiques. Alors, c'est visible sur la survie sans progression, c'est plus net encore sur la survie globale. Et on peut se demander d'ailleurs si la différence n'est pas liée au fait que les tumeurs mutées P53, qui sont plus agressives, ont peut-être moins souvent une deuxième ligne et donc plus de difficultés à rattraper effectivement l'absence d'immunothérapie en première ligne. Bon, c'est pour l'instant des suppositions. Faut garder à l'esprit que c'est une analyse post-hoc et donc on ne peut pas en faire vraiment des recommandations fortes. Oui, absolument. Et surtout, moi, j'étais très intriguée par ces résultats. Et il y a quand même quelque chose de bizarre dans Ruby où là, je vous montre les P53 mutés qui sont en vert, les NSNP en jaune, et les séreux de haut grade de l'endomètre. Quand vous regardez où ils sont, il y en a plus dans les NSMP que dans les P53 mutés, alors qu'on est tous prêts à accepter que 99% des séreux de haut grade de l'endomètre devraient être P53 mutés. Donc à nouveau, je pense que c'est un peu tôt pour guider la sélection des patientes, que ce soit sur PDL1 ou sur P53. Attendons d'avoir des données un peu plus robustes. Donc, en conclusion, ça bouge beaucoup dans les cancers de l'endomètre en termes d'immunothérapie, et ça, c'est vraiment des bonnes nouvelles. On n'a pas toutes les réponses, et il va falloir que chacun d'entre nous, on prenne un peu une décision pour nos patientes au cas par cas. Une chose est sûre, c'est que le meilleur biomarqueur pour une immunothérapie, ça reste MSI, et il faut garantir que toutes nos patientes qui ont un cancer de l'endomètre MSI aient accès à une immunothérapie. Si elles ne l'ont pas eu en première ligne, il faut qu'elle ait en deuxième ligne. Et si elles sont de nouveau métastatiques, il faut le mettre en première ligne. Et s'il vous plaît, privilégiez la participation à l'essai Dominica. Pour celles qui, par hasard, les cancers de l'endomètre MSI ne l'avaient pas reçu en première ligne et elles sont donc en rechute, un point important, c'est essayer de privilégier les essais. Plutôt que de leur donner l'ENVA-Pembro, on a énormément d'essais ouverts en France actuellement, vraiment qui s'intéressent au cancer de l'endomètre MSI et qui peuvent leur donner une immunothérapie un peu plus innovante. Et vraiment, je vous encourage, contactez vos collègues. Il y a des essais pour toutes vos patientes avec un cancer de l'endomètre MSI. Pour les cancers de l'endomètre en progression post-platine et surtout les MSS, le Pembrolizumab clairement apporte quelque chose. Et j'espère que les conseils que vous a proposés Jérôme vont vous aider à gérer. Mais c'est des patientes fragiles, donc il faut juste les chouchouter un peu.
Et en première ligne métastatique, évidemment, on a un accès précoce chez les cancers de l'endomètre MSS au dostarlimab. Et je pense qu'on va tous apprendre ensemble. Est-ce qu'il faut les donner à toutes ou en sélectionner certaines? Pour aujourd'hui, on n'a pas encore malheureusement toutes les réponses. Et sur ce, j'aimerais vous remercier de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que ce petit débat, cette discussion a lieu dans le cadre des cours de chimio de Gustave Roussy. Et je vous invite à les regarder en replay sur le site. Merci beaucoup de votre attention. Merci.